la Réunion accueille cette semaine des experts du monde entier pour échanger sur la sécurité marine. Congrès international sur la gestion du risque requin. Réunion qui n'a plus connu d'attaque ces dernières années, mais qui reste évidemment en alerte constante. Bonjour à tous, ravi de vous accompagner pour cette nouvelle semaine de C'est pas si loin sur France 5. Pas d'attaque récente, mais 12 requins prélevés à La Réunion depuis le cyclone Garance le 28 février dernier. Alors, quelle solution pour protéger au mieux la population? Reportage à suivre. On ira aussi en Guadeloupe à la rencontre d'une chimiste qui travaille sur les probables effets bénéfiques des algues sargasses sur le chlordécone. Et puis on terminera avec cette photo sur les côtes réunionnaises en 1897, histoire d'un incroyable naufrage. Je vous raconte tout dans moins d'une demi-heure. Depuis le 9 mai 2019, plus aucune attaque de requins sur l'île de la Réunion. Soulagement considérable après une décennie absolument critique. Entre 2011 et 2019, une trentaine d'attaques et surtout 11 morts des surfeurs et baigneurs. Preuve désormais donc pour la Ligue réunionnaise de surf de l'efficacité de son dispositif Vigie Requin renforcé. On vous explique cela dans un instant. Seulement le coût de ce dispositif, considérable, pousse la Ligue à privilégier la pêche préventive, un programme largement controversé. En 2014 déjà, la préfecture avait misé sur ces attaques ciblées en réponse aux attaques, mais la démarche est donc loin de faire l'unanimité. On va en parler, bien sûr, dans un instant, avec le vétérinaire, ethnologue et spécialiste des requins, Éric Cluat, ainsi que Didier Desrands, président du collectif Requins en danger à La Réunion. D'abord, voyez ce reportage signé Juliette Branciard et Eva Sanchez. L'île de la Réunion est sortie de sa torpeur. Après le traumatisme d'attaques de requins répétées, une trentaine, dont 11 mortels entre 2011 et 2019, l'île n'a pas connu d'incident depuis 6 ans. Signe d'une plus grande sérénité, de nouveaux spots de surf et de baignade ont rouvert depuis janvier. Une renaissance que l'île doit à un dispositif préventif unique à La Réunion, Vigie Requin renforcé. Bastien est le chef des opérations de ce dispositif mis en place en 2015. Chaque matin, il vérifie avec ses plongeurs si la visibilité dans l'eau permet d'ouvrir l'une des plages de l'île à la baignade. Du coup, là, j'ai mis le disque dans l'eau et le vigie lève la main dès qu'il ne le voit plus. Donc, il me dit que la visibilité est bonne. Donc, on n'a plus de 8 mètres de visibilité. On va lancer le déploiement terrestre. Tout simplement, la présence des apnéistes autour des surfeurs dissuade le requin dans sa zone de chasse. Ils ont sur eux un couteau, un débordoir. Un débordoir, c'est-à-dire c'est un bâton qui puisse repousser les requins si le requin est trop intrusif. Un garrot, si jamais il y a une attaque, il puisse intervenir rapidement sur la victime. Et bien sûr, un sifflet pour donner l'alerte. Depuis 7-8 ans, on a eu juste quelques observations rares, mais on n'a pas eu d'interaction avec les requins. Ça prouve que le système fonctionne. Pour la Ligue réunionnaise de surf, à l'initiative du dispositif, c'est une page qu'elle espère tourner. Il y a eu un avant 2011, il y a un après 2011. Nos esprits ont été marqués, vraiment, et on est marqués à vie. Ça a fait beaucoup de mal à toute l'économie, au tourisme, parce que bon, à La Réunion, il y a un tourisme vert, mais il y a aussi un tourisme bleu. Donc ça, voilà, ça a été très très douloureux. On commence à peine à s'en sortir. Bien décidés à se battre pour la survie de leur activité, les surfeurs réunionnais plébiscitent également un programme plus controversé, la pêche préventive du requin bulldog et du requin tigre. Développée à La Réunion et exportée dans d'autres pays en proie aux attaques, elle s'appuie sur la technique innovante du PAVAC, un système d'hameçon intelligent qui alerte les pêcheurs pour se rendre plus vite, libérer les prises dites accessoires ou abattre les requins ciblés. Les vigies, ils sécurisent les activités nautiques à l'intérieur d'un protocole, mais c'est bien le programme de pêche qui sécurise avant tout le monde. C'est pas un grand nombre de requins pêchés, en plus ce sont des requins ciblés, les requins tigres et bulldogs, et les prises accessoires sont relâchées. On n'est pas avec des dents de requin dans le cou et on est en train de dire qu'on va vider tout l'océan. On n'a jamais été comme ça. Si cette pêche ciblée rassure et tend à atténuer la menace requin, des questions restent en suspens. Quel est son impact sur l'équilibre du lagon ?
Le taux de survie des espèces relâchées est-il fiable? Difficile à dire, tant les données scientifiques manquent. Estelle Crochelet est biologiste marin, présidente de l'Agence de recherche pour la biodiversité à La Réunion. Ok, c'est toi, t'es en degrés, minutes, secondes. Depuis 2021, elle observe le comportement des raies et des requins et recense les espèces du lagon afin de combler certaines lacunes. Donc là, on va fixer les GoPros sur le corps mort. Ça nous permet de filmer à 360 degrés, en fait. Ah. On a très peu de données sur les raies et les requins à La Réunion. Donc on doit établir une liste des espèces qui sont présentes. Ces espèces, elles sont toutes classées sur la liste rouge de l'IUCN, majoritairement sous le statut vulnérable. Les requins en plongée, on les observe très rarement. Soit ils nous détectent depuis loin et du coup ils ne s'approchent pas, soit ils ne sont tout simplement pas là. On n'a jamais évalué finalement la taille de la population des requins à La Réunion. Donc c'est difficile du coup d'évaluer quel peut être l'impact de cette pêche sur ces populations de requins. Et au regard des données de pêche du PAVAC, fournies par le Centre de sécurité requin, 67% des prises concernent d'autres espèces, certaines menacées d'extinction. Donc ce qu'on voit, c'est barracuda, tortue, requin norisque, raie-fouet, raie-guitare, raie-pastenague, mérou, murène. Donc ce sont des espèces, pour certaines qui sont emblématiques, des espèces clés de voûte qui sont vraiment indispensables dans l'écosystème. Ah, waouh! Cool! On voit qu'il y a certaines espèces qui sont impactées, mais pour le quantifier, c'est très très compliqué. C'est la même chose pour les requins, en fait. Ils sont au même titre des maillons importants dans l'écosystème et méritent qu'on s'y intéresse et qu'on mette en place des mesures de gestion, de protection en vue de maintenir un équilibre et la bonne santé des écosystèmes. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Estelle et je suis venue accompagnée d'Océane aujourd'hui. On est toutes les deux biologistes marins. Vous savez ce que c'est, le métier de biologiste marin? Pour mieux sensibiliser les Réunionnais à cette connaissance des milieux marins et au rôle essentiel du requin dans la chaîne alimentaire, Estelle propose des ateliers ludiques dans les écoles. C'est des sujets qui ne sont pas forcément beaucoup abordés en classe, la biodiversité. Et puis pour eux, c'est aussi bien qu'ils puissent se projeter en fait. Donc ce travail-là, de pouvoir s'investir dans la protection de la biodiversité, c'est possible. C'est accessible à tout le monde. Facile. Victor. Le requin-baleine, exactement. On en a vu un une fois au port du port. C'était un bébé, il faisait 9 mètres. Donc il était déjà plus grand que la longueur de la classe. Il y a des enfants déjà qui ont quelques connaissances, mais pour beaucoup, ils ont plutôt le mythe du requin qui fait peur. Et donc, c'est vrai que ça permet d'avoir une autre approche dessus. La crise requin, c'est un sujet qui est très sensible à La Réunion. Il y a des personnes qui ont perdu des proches. Donc si on peut servir à répondre à certaines questions, tant mieux. Voilà, ça fait partie aussi du processus. Et l'on va évidemment plus loin avec nos invités. Bonjour Éric Cluat. Vous êtes vétérinaire, ethnologue et spécialiste des requins. Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps que vous étudiez le comportement des requins. Et selon vous, tout comme chez l'être humain, ces animaux ont des profils distincts. Certains, dites-vous, pouvant se comporter comme des serial killers, mais tous ne sont pas menaçants. C'est ça ? Exactement. C'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même ça le fond de ma pensée et de ce qu'on est en train de démontrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pêches de régulation qui sont au cœur de nos critiques,
repose sur une hypothèse qui est la densité dépendance, c'est-à-dire sur l'idée que plus il y a de requins, plus le risque est élevé. Alors je sais que ça peut être intuitif, mais c'est faux. Et c'est faux pourquoi? Parce que l'homme n'est pas une proie instinctive du requin. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Donc tous les requins n'ont pas la même probabilité de mordre un jour l'homme. Mordre, quand j'entends mordre, je dis dans un but de prédation. Il n'y en a que certains qu'on peut appeler déviants par rapport à une norme, c'est moins péjoratif évidemment, qu'on peut appeler singuliers, qui vont franchir le pas et donc un jour prendre le risque de s'attaquer à une proie qui n'est pas instinctive. Alors l'homme n'est pas une proie instinctive, mais pourquoi certaines espèces sont plus agressives et plus présentes aussi sur les côtes, notamment réunionnaises? Alors, on peut dire effectivement qu'il y a certaines espèces qui représentent un vrai danger pour l'homme. Le requin bulldog en fait partie, avec le requin tigre, avec le requin blanc. Il y a aussi le requin longimane et le mako. Bref, il n'y a que 5 espèces sur les centaines d'espèces de requins qui ne vont s'en prendre à l'homme que pour un but de prédation. Donc ça, il faut le savoir. Il y a très peu d'espèces. Mais ce que je dis, et qui est encore plus important que cette discrimination dans le comportement des espèces, c'est qu'au sein de la même espèce, 99,9% de vos animaux, de vos individus, des requins bulldogs qu'il y a autour de la Réunion, n'oseront jamais, je dis bien jamais, s'en prendre à l'homme. Vous avez parlé donc de ces requins tigres et ces requins bulldogs, d'où cette pêche préventive. Bonjour Didier Desrands. Merci également d'être avec nous. Vous êtes président du collectif Requins en danger à La Réunion. Alors je disais en préambule de cette émission que 12 requins ont été prélevés depuis fin février. Arrêtez-moi si je me trompe, mais prélevés en pareil cas, ça veut dire tuer, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Et quel est votre regard sur cela? Oui. C'est un élément de langage un peu hypocrite utilisé par la préfecture pour ne pas dire tuer, parce que tuer, ça fait mauvaise presse. Alors, vos recours juridiques contre la pêche préventive sont sans cesse rejetés, et pourtant vous en avez fait pas mal, me semble-t-il. Est-ce que vous entendez, malgré tout, que la population puisse craindre pour sa vie et soit partiellement favorable, faute de mieux pour l'instant? Si vous allez, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, et si vous écoutez la population réunionnaise, elle est globalement opposée à l'abattage des requins. Par contre, il y a une minorité, soit de commerçants qui sont sur le bord de mer, de vendeurs de magasins de matériel de surf, ou spécifiquement soit de pêcheurs dont les prises sont prises par les requins, ou surtout de surfeurs qui, eux, demandent à ce que les requins soient tués. Donc c'est une petite minorité de Réunionnais. Ce que vous nous dites, c'est que ceux qui sont pour la pêche préventive le sont uniquement pour des raisons économiques. C'est ça que vous nous dites, Didier Desrands? Non, économique ou de loisirs. Oui. Sachant que les surfeurs, qui sont la tête de pont de l'abattage, défendent leur loisir de pouvoir surfer en paix comme avant 2011. Éric Luat, est-ce qu'un requin fait le distinguo entre un humain et une tortue ou un phoque, par exemple? Forcément, parce que, comme je le disais, l'humain n'est pas une proie naturelle, dont le requin ne sait pas ce que c'est que l'humain. Nous sommes évidemment convaincus et nous savons que derrière un nageur, derrière un surfeur, derrière un plongeur autonome qui fait des bulles, c'est Homo sapiens, c'est-à-dire c'est l'homme. Lui, le requin ne le sait pas. C'est-à-dire qu'instinctivement, il a un répertoire de proies qui vont être des tortues, qui vont être des dauphins, qui vont être des phoques, qu'il connaît. C'est-à-dire tout ça, c'est intégré dans son ADN et il naît avec cette idée, cet instinct que ça peut se manger. Et c'est d'ailleurs ça qu'il va chercher à manger en priorité. En revanche, nous sommes, nous, un animal totalement inconnu pour le requin et c'est pour ça qu'il n'y aura qu'un requin sur 1000 ou sur 1500 qui vont s'en prendre à l'homme, à condition que ce requin-là réunisse des traits de personnalité particuliers, en particulier l'audace et la capacité à prendre des risques. Il faut aussi qu'il ait en parallèle un renforcement positif par rapport à cette idée d'être audacieux depuis le début de sa vie, c'est-à-dire qu'il est récompensé par cette audace. Et après, bien évidemment, il faut qu'il ait, par exemple, extrêmement faim pour passer à l'acte, c'est-à-dire chercher à capturer une proie qu'il n'a pas l'habitude de capturer, parce que le requin est extrêmement prudent. Oui. Et à la fin, mais vraiment à la fin complètement,
je termine, il peut y avoir des facteurs extrinsèques qu'on cite souvent, et je dirais presque trop souvent, parce qu'on pense que c'est ça qui est le vrai facteur déclenchant. Je pense par exemple à l'eau trouble, qui peut faire la différence entre un requin qui voudrait s'en prendre à l'homme, mais qui est dans de l'eau claire, il va se dire, tiens, l'homme, je ne sais pas ce que c'est potentiellement dangereux, donc j'y vais pas. En revanche, si l'eau est trouble, là, j'ai plus de chances de le surprendre, donc j'y vais. Mais ça n'arrive vraiment qu'à la fin. Ça représente 10% de l'explication. Alors, on est en droit de se poser une question légitime, compte tenu de cette pêche préventive, de ce prélèvement qui signifie donc abattage. Existe-t-il un risque d'extinction à l'échelle de la planète? En prenant de la hauteur, en tout cas, le constat est sans appel. La population de requins n'a cessé de diminuer au fil du temps. Regardez, on en parle juste après. En 50 ans, les populations de requins ont chuté dans le monde de 50%. Un déclin qui atteint 70% pour les requins océaniques du grand large et jusqu'à 90% dans les zones tropicales. Vieux de 420 millions d'années, ces grands prédateurs marins ont été victimes de la surpêche à partir des années 50, notamment pour leurs ailerons ou leur foie. Autour des années 2000, 75 millions de requins étaient tués chaque année. Si l'animal n'est plus spécifiquement ciblé depuis l'interdiction de la pêche aux ailerons votée en 2014 par plus de 100 pays, il est encore victime de l'appétit de la Chine et plus généralement des méthodes de pêche industrielles non sélectives. Leurs gigantesques filets vident les océans sans distinction. Aujourd'hui, les 3/4 des espèces de requins sont en danger d'extinction contre seulement 3,5% en 1970. À ce rythme, et sans action globale, ce n'est qu'une question de temps avant que ces garants de l'équilibre des océans ne disparaissent. Didier Deyran, à votre connaissance sur l'île de la Réunion, quel contrôle sur cette pêche ciblée? Qui s'assure du taux de survie des espèces relâchées? Aucune étude n'a jamais été effectuée par le Centre Sécurité Requin ou quiconque, que ce soit sur les populations existantes autour de la Réunion au départ, avant le début des abattages, que ce soit pendant les années 2014 à 2025. On ne sait pas ce que deviennent les captures accessoires, qu'on appelle, accessoires, une fois qu'elles ont été relâchées dans l'eau. Personne n'en sait rien, et je vous dirais, à la limite, les autorités s'en fichent, ça n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est d'abattre des requins pour acheter la paix sociale. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui prime, ce sont les attaques, c'est la crainte potentielle et c'est peut-être aussi la médiatisation des attaques? Est-ce que tout ça joue un rôle dans cette pêche préventive privilégiée? Vous parlez de la part des autorités? Est-ce que la façon, je reprends ma question effectivement de façon plus claire, pardon. Est-ce que la médiatisation des attaques joue un rôle dans le choix des autorités de privilégier cette pêche préventive et peut-être de ne pas se soucier, dites-vous, de la suite et de la survie des espèces? Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer. La médiatisation est effectivement énorme après chaque attaque. Elle peut durer 1 semaine à 15 jours. La pression de la rue, et particulièrement des surfeurs qui n'hésitent pas à barrer les routes en cas d'attaque, mais également les consignes parisiennes qui font que Paris a besoin d'avoir la paix dans les Outre-mer. Le ministère de la Mer l'avait clairement dit. Il s'agit d'acheter la paix sociale, il s'agit que le préfet soit tranquille et ne risque pas de passer devant la justice en cas d'accident pour un procès en responsabilité. Il s'agit enfin que le préfet qui est là pendant 2 à 3 ans à La Réunion puisse avoir son avancement le cas échéant. S'il a des ennuis en justice, ça risque de ne pas être le cas. Excusez-moi d'être trivial, mais c'est mon opinion. On a l'impression d'être dans un cercle vicieux. Éric Luat, vous qui avez travaillé sur le sujet à La Réunion, donc, mais aussi en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et, me semble-t-il, à Saint-Martin aux Antilles, quel parallèle entre ces différentes réalités? Est-ce que ce que nous dit Didier Deyran aujourd'hui est calcable, finalement, aux autres réalités que vous avez connues? Alors, malheureusement, c'est calcable, puisque pour faire simple, aujourd'hui, il y a 3 outre-mer français. Il y a La Réunion qui a commencé donc, dans les années 2010. Il y a la Nouvelle-Calédonie aussi qui a pris le relais. Dans ces 2 outre-mer, c'est la même stratégie centrale qui a été employée, à notre grande déception, je dirais, à savoir des pêches de régulation, faire baisser aveuglément le nombre de requins. Je tiens à dire que
C'est pas la première fois que ça se fait. Ça s'est fait il y a des décennies. Les Américains l'ont fait à Hawaï avec aucun résultat. En 17 ans, ils ont tué quasiment 5000 requins, dont 500 tigres. Et la Réunion a réussi à en tuer plus de 500 en moins de 10 ans. Donc, vous voyez, on est quand même performant à la Réunion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre outre-mer où il y a des gens que citait Didier qui ont été courageux, un préfet en particulier, et qui a pris la décision d'une autre approche qui est celle que je préconise, donc une approche éco-responsable où on fait de la pêche, donc on pêche autant de requins qu'on peut, mais on ne les tue pas. Simplement, on fait, je dirais, un fichier S, c'est-à-dire des requins potentiellement dangereux, et on se donne les moyens, je n'ai pas le temps de l'expliquer ici, mais on se donne les moyens de retrouver le requin qui a mordu, parce qu'évidemment, on prend l'ADN de ces requins, et on peut retrouver l'ADN sur les morsures. Dites-moi, on le pêche et on le met ailleurs, le requin, c'est ça, en quelques secondes, dites-moi? Si on ne l'abat pas, on le pêche et on en fait quoi? Alors, on le pêche et on le relâche sur place, parce que pour nous, tant qu'il n'a pas mordu, un requin est un requin qui a 99 chances sur 100 de ne jamais mordre. Donc, on le relâche sur place, nous. Simplement, ce qu'on propose aux autorités, qui est pour nous le meilleur compromis, si vous voulez, entre trop en faire, c'est-à-dire tuer les requins comme on le fait à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, ou ne rien faire, qui peut être inacceptable, et ça, je le comprends, bien évidemment, pour une population, on est entre les deux. On se donne les moyens de rattraper le requin qui a déjà mordu et l'empêcher de remordre. Merci infiniment à tous les deux pour cet échange. Tout autre chose maintenant, souvenez-vous de notre émission récemment consacrée aux algues sargasses aux Antilles, envahissantes, récurrentes, un vrai fléau sur le littoral. Toutefois, en Martinique et Guadeloupe, nombreuses sont les initiatives visant à les valoriser. Guadeloupe, où une chimiste pourrait bien avoir trouvé une utilité non négligeable. Bénédicte Jourdier et Édouard Massy l'ont rencontré. Regardez. Depuis 2011, une algue brune s'échoue sur les côtes antillaises. En séchant, la sargasse libère de l'hydrogène sulfuré, un gaz toxique qui brûle les poumons et oxyde les métaux. C'est une plage où il y a très souvent des échouements en quantité importante de sargasses. Donc de ce fait, ça nous arrive souvent de venir faire des ramassages de sargasses qui sont une biomasse qu'on utilise pour nos travaux de recherche. Sarah a découvert que cette algue peut neutraliser un polluant très présent dans les sols guadeloupéens, le chlordécone. Cet insecticide a été utilisé dans les bananeraies antillaises de 1972 à 1993, contaminant l'eau, les sols et les aliments qui y poussent. Pour pallier ces deux problèmes de santé publique, Sarah transforme ces algues en charbon actif. Nous, on travaille beaucoup à l'optimisation de propriétés de charbon actif pour décontaminer les eaux. Sur la problématique des sols, on va utiliser des matériaux qui vont maintenir la chlordécone dans le sol de manière à ce qu'elle ne soit pas transférée aux aliments, aux animaux d'élevage, aux végétaux. Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de challenges, un certain nombre de défis en termes environnementaux, en termes écologiques. Et quelqu'un qui est formé en chimie peut contribuer à relever ces challenges. Dans son laboratoire, Sarah travaille avec une équipe de 6 chercheurs. Pour transformer la sargasse en charbon actif, ils doivent d'abord la brûler. C'est une bûcherie de sargasse. Oui, il me reste beaucoup. Super. Oui. Alors là, pour l'instant, je fais la pyrolyse des sargasses. En fait, c'est une carbonisation en absence de l'oxygène de l'air. C'est un matériau qui est intéressant parce qu'il a des propriétés d'absorption, donc de fixation de polluants intéressantes. Le charbon actif possède des trous capables de retenir les polluants. Maintenant, pour passer du terrain à l'application à grande échelle ou à la généralisation d'une solution, c'est encore une autre étape. Là, ce sont des entreprises qui doivent prendre le relais pour produire, par exemple, à grande échelle. Ce sont des politiques publiques qui doivent être adaptées à la solution qui est proposée, à comment la mettre en œuvre à grande échelle, quels sont ses impacts, etc.
Allez, on termine avec notre photo du jour et on le sait peu, mais les abords de l'île de la Réunion ont longtemps été redoutables pour les navigateurs. Regardez, 14 janvier 1897, il est 2h du matin lorsque le Warren Hastings, un paquebot anglais, s'échoue sur les côtes de la Réunion. Ce navire est utilisé pour le transport de troupes entre l'Inde et l'île Maurice. Le bateau devait seulement contourner l'île, mais le destin en a décidé autrement. Alors que le piton de la Fournaise est en éruption depuis plusieurs jours, perturbant les boussoles du navire, le Warren Hastings, désorienté, fait naufrage. Il s'encastre sur les côtes de la commune de Saint-Philippe. Les habitants accourent afin de porter secours aux 1043 passagers et 219 membres d'équipage. Des cordages sont tendus entre la rive et l'épave, permettant de sauver presque tous les passagers. Seuls 2 d'entre eux perdent la vie. Les rescapés reçoivent des vivres, des tentes et les plus mal en point sont transportés vers la ville voisine de Saint-Pierre. L'héroïsme et la générosité des habitants ne passeront d'ailleurs pas inaperçus puisque la reine Victoria elle-même adressera ses remerciements pour leur aide précieuse. Merci de nous avoir accompagnés pour ce nouveau numéro de C'est pas si loin, émission que vous pouvez bien évidemment revoir sur la plateforme France.tv. Je vous retrouve avec un immense plaisir demain, même lieu, même heure et je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Télé. À demain.